Merci de m'avoir invité à parler en cette journée des Bernardins. Le jeu, c'est l'éclectisme, donc effectivement, nous allons changer d'univers et on va redescendre peut-être un peu trop sur Terre après ces réflexions autour de l'art. Effectivement, j'avais souhaité travailler ce sujet avec vous, secret ou transparence, sachant que c'est une constante dans l'activité des médias, et je pense que c'est aussi une question qui est renvoyée à chacun d'entre nous. Voilà, et puis, une fois ce sujet choisi, il se trouve qu'il y a une certaine actualité américaine qui est venue se télescoper et redonner encore un coup d'actualité à cette question qu'on pourrait presque poser comme on pose, vous savez, au bac philo aux jeunes lycéens. Tout doit-il être dit? Tout peut-il être dit? Est-ce que le secret est par nature néfaste? Est-ce que la transparence absolue est nécessaire pour la démocratie? Voilà des questions de fond. Je propose d'en parler en deux temps. Un temps avec des exemples assez concrets dans tout champ de l'actualité, et puis peut-être un deuxième temps un peu plus réflexif avant de passer au temps des questions. J'espère que je vais tenir le délai. Je sais très bien combien font 70 lignes pour faire un édito de la Croix. Je ne suis pas très sûre de savoir qu'il faut pour faire un quart d'heure d'intervention. Donc, ces exemples tirés des actualités récentes. Quand j'avais proposé le sujet, je pensais particulièrement en matière de relations internationales à l'irruption de Wikileaks. Vous vous souvenez, c'est ce site qui met en ligne des documents confidentiels, diplomatiques, émanant notamment des services américains, occidentaux, mais américains tout particulièrement. Les promoteurs de ces actions mettent en avant la nécessité d'informer les peuples de ce que leurs gouvernants voudraient leur cacher. Quand le débat a surgi, il y a eu une phrase d'Eva Joly, vous savez qui elle est, juge, qui est aujourd'hui côté des Verts et qui postulera peut-être à la candidature à la présidentielle. Je cite, « Il y a trop de secrets, on traite les citoyens comme si c'était des enfants auxquels leurs parents doivent cacher ce qui se passe réellement. » On a même pu dire que les révoltes arabes, en partie, ont trouvé un élément déclencheur dans un certain nombre de ces informations qui notamment rendaient compte des compromissions du clan Ben Ali en Tunisie, par exemple. Bon, à l'inverse, dans le débat, les objections étaient nombreuses, qui contestaient le fait que ce soit des documents volés, puisqu'on était entré par effraction dans un système informatique, et insistaient sur la nécessité d'espaces protégés, notamment dans les relations diplomatiques. Dans un entretien à la Croix, Jean Lacouture, le grand journaliste, commentait ceci, je cite, « Si l'on veut qu'une guerre se poursuive à l'infini, publions tout ce qui se dit derrière le rideau. » Il est évident qu'il y a toujours une part de tractations discrètes qui ne sont pas rendues publiques. Sans parler du risque qui avait été aussi mis en avant dans des affaires précédentes d'exposer sur la place publique des personnes citées dans des dépêches d'ambassadeurs et qui pouvaient du coup se retrouver en danger. Autre objection qui est revenue souvent, c'est dossier bien beau, mais ça concerne, ce sont les démocraties qui sont visées, qui sont les plus fragiles d'une certaine manière, et pas des documents émanant de pays totalitaires et cadenassés. En outre, on peut imaginer que les vrais secrets importants sont, eux, de toute façon, toujours bien cadenassés aussi, protégés par des procédures que sauront mettre en place ceux qui ne veulent pas que les choses se sachent et qu'il y aura toujours une course à la protection des données. Voilà. Autre exemple dans l'actualité sur cette tension secret, transparence, par exemple la question des prises d'otages, qui à chaque fois pose des questions aux médias, encore plus forte raison quand ce sont des journalistes qui sont enlevés. Il y a deux tensions, celle de laisser se faire les négociations, de ne pas interférer, de ne pas risquer de les compliquer,
et d'un autre côté, le désir que ces otages ne tombent pas dans l'oubli. Et donc, d'en parler, au risque aussi de faire monter les enchères, parce que s'ils ont de la valeur, ces otages, leurs ravisseurs, qui sont souvent aussi, comment dire, dans la crapulerie que dans l'idéologie, sauront en profiter. Et on sait que des gens qui ont été otages et qui s'en sont sortis après des années et des années disent combien pour eux a été important, au hasard d'une conversation, d'une émission de radio saisie, quand ils ont su que quelque part en France, quelqu'un s'occupait d'eux. Ingrid Betancourt, par exemple, l'a dit, mais d'autres aussi, d'autres otages. Voilà. Donc, c'est sur cette question secret, transparence, un débat permanent. Deuxième thème, après les relations internationales, c'est celui de la justice et des faits divers. La fameuse présomption d'innocence, qui est si peu respectée en France, même si à l'occasion de l'affaire Strauss-Kahn, chacun a cru devoir rappeler son importance dans le système judiciaire français pour l'opposer à ce qui se passait aux États-Unis. Mais en France, c'est dans les faits une fiction, surtout quand des personnalités sont en cause, mais pas seulement. On pense aux grosses enquêtes à sensation pour remonter à l'affaire Grégory ou jusqu'à Outreau récemment. Et parfois, les fuites sont revendiquées pour empêcher l'étouffement d'une affaire. Donc ça, c'est ceux qui défendent le fait de contrevenir à la présomption d'innocence, enfin, d'oser mettre sur la place publique des faits qui ne devraient pas l'être. Mais très souvent, la raison est beaucoup moins noble. Les journalistes, soit par leurs investigations, mais aussi souvent, et ils doivent le reconnaître, parce qu'ils sont instrumentalisés par l'une ou l'autre des parties en cause, sont amenés à révéler des faits ou à mettre en cause des personnes dont l'innocence sera peut-être totalement reconnue. Là, on peut se souvenir de l'affaire Baudis, qui avait été gravement mise en cause sur sa vie privée et qui a été blanchie de toute accusation. Ou, pour parler de faits très récents, dans la question des faits divers, le fait divers très lourd qui a concerné une famille nantaise. Les médias se sont déchaînés, non seulement contre l'assassin présumé, mais aussi contre les membres de la famille qui avaient été assassinés, et victimes donc, en fouillant dans leur passé, dans leur vie, dans leurs échanges Internet, etc. Une intimité totalement violée. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que si les médias ont leur large part de responsabilité, les réseaux sociaux sur Internet, dans cette affaire-ci, se sont déchaînés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, si j'ose dire, qui n'ont pas même la formation que doit avoir un journaliste, à savoir de savoir un peu vérifier son information et la recouper, et éventuellement, s'il a un bon rédacteur en chef, quelqu'un qui lui dit « attention, ça on ne publie pas ». Et sur Internet, tout est possible. Et donc, ils se sont constitués des gens qui ont prétendu faire l'enquête à la place des enquêteurs et la justice à la place des juges. Voilà. Donc ça, c'est encore un thème, la justice et les faits divers, où entre secret et transparence, la dialectique est souvent vive. Troisième thème, c'est politique et vie privée. Donc là, vous voyez quelle affaire a remis en lumière, si j'ose dire, ce thème-ci. Vous savez que les médias français ont été mis en cause, notamment par leurs confrères anglo-saxons, américains ou britanniques, parce qu'ils seraient trop discrets sur la vie des hommes politiques français, et donc trop discrets égale trop complaisant. La question, là, est où est la limite ? Doit-on faire comme les tabloïds, ces journaux populaires britanniques ou américains qui nous donnent des leçons, mais qui harcèlent les personnalités ? Je rappelle qu'en Grande-Bretagne, il y a des journaux qui ont été condamnés parce qu'ils avaient mis des personnalités sur écoute téléphonique. Qu'est-ce qui doit être connu des lecteurs et des électeurs ? Et qui fixe les règles ? Certes, les anglo-saxons expliquent en matière de vie privée, notamment de vie privée de couple,
que quelqu'un qui est capable de mentir à sa famille ou à sa femme est capable de mentir à son pays et que donc il faut dénoncer cette situation. Mais on peut imaginer aussi les rumeurs et les calomnies qui peuvent courir à ce propos. Et tout récemment, j'ai reçu une lettre de lecteurs sur ce thème-ci, pour dire, pour nous reprocher à nous et aux médias en général de ne pas être assez précis sur ce qu'on peut reprocher aux hommes politiques. Et il me parlait de rumeurs sur tel, par rapport à son addiction à l'alcool, sur tel autre, et je vous cite les mots, parce qu'il vit avec une personne d'une religion non européenne. Donc, jusqu'où va l'enquête sur la vie privée des gens et qui détermine ce qui est important ou pas important? Il est évident que si le comportement de la personnalité tombe sous le coup de la loi, s'il y a une instruction judiciaire, il est évident qu'il faut en parler. Sinon, la question, en tout cas, mérite d'être débattue, et si vous voulez bien, on pourra en parler. Un autre volet sur politique et vie privée, qui est aussi dans l'actualité toute récente, c'est le statut de certaines conversations tenues à huis clos. Je rappellerai une certaine information concernant le football et d'éventuels quotas pour limiter le nombre de joueurs de couleur. C'est une conversation qui a été enregistrée sans que les participants le sachent, une conversation d'une instance privée à huis clos. Donc, est-ce que pour le bien de l'information, pour éventuellement dénoncer une discrimination qui finalement n'a pas été reconnue, est-ce qu'il faut outrepasser donc ce caractère, privé d'une conversation? Autre point qui revient aussi très souvent à l'occasion de telle ou telle actualité, en matière religieuse ou médicale, le secret est souvent mal compris, pas toujours accepté, car il peut être perçu comme un élément de pouvoir de la part de celui qui le détient. Que doit dire le médecin à son patient? En revanche, chacun comprend que le secret est bienvenu médical si on veut éviter une discrimination dans l'entreprise, si on apprend que tel salarié souffre de telle pathologie. Et si le secret de la confession, encore que je ne suis pas sûre qu'il soit toujours très bien compris par le grand public, peut être quand même, disons, en tout cas compris par la communauté chrétienne. En revanche, la pratique du secret dans le gouvernement de l'Église a pu à bon droit être mise en cause dans certaines affaires, par exemple de pédophilie. Toujours secret et transparence sur les questions de bioéthique. Vous savez que dans le débat sur la loi aujourd'hui de bioéthique, il y a une question sur le secret des donneurs dans les cas de fécondation in vitro avec donneur, où il y a débat entre ceux qui pensent que les gens nés par cette façon ont droit à la vérité sur leurs origines, et à l'inverse, d'autres qui disent qu'il faut défendre ce secret, etc. Puis pour terminer dans les exemples, sur Internet aujourd'hui, avec les Facebook et autres réseaux sociaux, la mise à nu est très importante, volontaire, mais parfois très naïve, où des gens se retrouvent très étonnés, ayant livré beaucoup de choses d'eux-mêmes, par des photos, par des précisions sur leur goût, etc., d'être rattrapés un jour par ces informations données, soit quand ils sont à la recherche d'un travail, soit éventuellement par des agences qui travaillent sur la consommation des gens et qui savent repérer les profils des gens à travers ce qu'ils disent sur Facebook. Voilà, c'était tous les cas qui se rencontrent très quotidiennement dans notre travail, où se joue ce rapport transparence et secret. Je voudrais faire une première réflexion ensuite pour conclure sur quelques réflexions. Cette question-là, elle s'adresse aux médias, mais je pense qu'elle s'adresse aussi et surtout à chacun d'entre nous, qui sommes spectateurs, lecteurs, auditeurs et aux citoyens. Est-ce que nous voulons tout savoir? Parce que si les journaux se livrent à une telle concurrence avec des dérives que l'on peut dire, c'est parce qu'ils ont de la demande sur ces questions. Aussi cru que soit cette vérité, les journaux quotidiens n'ont jamais si bien vendu qu'actuellement avec l'affaire DSK. Voilà, c'est une...
une réflexion que je vous livre. Je pense qu'on peut dire que dans la vie publique, dans le gouvernement des nations, une plus grande transparence est nécessaire. Parce qu'il y a un usage abusif du secret, de l'opacité, qui peut être une entrave à l'information des citoyens. À propos de ce qu'on a appelé les conflits d'intérêts, par exemple, pour des politiques ou des experts scientifiques, il est sain de mieux connaître les liens qui relient telle politique avec telle entreprise, tel expert médical avec tel laboratoire, etc. Comme sont sains les progrès qui peuvent être faits en matière de finances pour lutter contre les paradis fiscaux, etc. Je rappelle qu'il y a une grande ONG qui travaille beaucoup sur ces questions, qui s'appelle Transparency International, la transparence internationale. Et c'est vrai qu'il y a des affaires qui seraient étouffées si certains ne les mettaient pas. Alors, ce n'est pas forcément des journalistes. La question de Mediator, c'est aussi un médecin qui est intervenu sur le médicament pour les diabétiques utilisé à tort comme coupe-faim. Je veux dire, c'est le travail d'une personne et d'un groupe qui a permis qu'une affaire sorte. Deuxième remarque, oui, il faut plus de transparence. Notons bien qu'on est souvent pour la transparence des autres et très soucieux de préserver sa propre intimité. Pour jeter une pierre dans le jardin des journalistes, ils sont très désireux de n'avoir aucune entrave à leur liberté d'informer, mais très soucieux de préserver le secret des sources. Vous savez que les journalistes ont le droit au secret des sources. Donc eux qui sont très contre le secret des autres, ils sont très soucieux de ce secret-là. Et je trouvais assez paradoxal, mais avant qu'il soit mis en résidence surveillée en Grande-Bretagne pour des affaires de mœurs, que le patron de Wikileaks use de systèmes extrêmement sophistiqués dans le gouvernement de son entreprise ou sa façon de vivre que pour maintenir le secret, au motif sur lui-même, au motif qu'il était éventuellement en danger. Ce secret qu'il refuse aux États, il le mettait en avant pour lui-même. Troisième réflexion, les mots utilisés avec transparence et secret ne sont pas forcément les bons. Parce qu'il y a un droit au secret qui est, encadré, qui est réservé à des domaines très précis, je le disais pour le médical, la défense, la confession. Mais hormis ça, s'il n'y a pas un droit au secret absolu, je pense qu'il y a un droit à la discrétion, à ce que j'appellerais la pudeur, à la politesse, comme il y en a dans toute relation interpersonnelle. Il y a nécessité d'un espace privé, une parole régulée, une retenue. Jean Lacouture, toujours lui, dans ce même entretien, parlait de la pudeur qui s'impose dans la vie privée, s'impose aussi dans la vie publique. Et, disait-il encore, la vie publique a besoin d'ombre, comme d'ailleurs l'espèce humaine ou l'espèce animale. Il n'y a pas de vie dans la lumière permanente. La vie sociale, disait-il encore, est le terrain d'une dialectique permanente entre l'envie de tout savoir et le réflexe humain de se préserver. Voilà, il faut se garder du piège du droit de savoir qui serait un bienfait absolu pour la démocratie. La transparence absolue est un piège tout aussi grand. Dans le même temps que certains s'insurgent contre des informations qui seraient dissimulées, les mêmes souvent s'inquiètent de voir que par le biais des nouvelles technologies, rien de leurs activités n'échappe à un regard intrusif. Téléphone géolocalisable, des connexions Internet, on peut savoir à quelle heure on faisait quoi, les caméras de surveillance dans les villes, etc. L'enregistrement de conversations à huis clos, le Twitter qui est aussi... de règle ici, pendant que se déroule une conférence, des gens peuvent rendre compte en temps réel. Voilà. Il n'y a pas de droit à tout savoir, mais il y a un droit au partage du savoir et de l'information. Parce que ce qui est insupportable dans ces affaires, souvent, c'est d'imaginer que certains savent et le peuple, lui, n'aurait pas droit à l'information. C'est le cas, par exemple, pour les derniers sondages préélectoraux, qui étaient interdits, mais dont bénéficiaient un certain nombre de personnalités politiques, journalistes, etc. Il ne faut pas que le secret ne soit qu'un instrument de pouvoir. Il faut qu'il soit au service, s'il doit exister dans certains domaines, et je pense qu'il doit exister dans certains domaines, c'est au service d'une action publique et du respect des personnes. Il faut donc trouver un équilibre entre le droit à l'information, qui est une valeur fondamentale, et le droit à un secret reconnu et protégé. Emmanuel Derieux, qui est professeur à l'université Panthéon-Assas, écrit à ce sujet « L'équilibre entre ces deux droits
n'est susceptible d'être trouvé que dans le respect de la loi. On ne vole pas, c'est moi qui le dis, on ne vole pas une information, on n'entre pas par effraction dans un réseau informatique, on ne vole pas des données personnelles et on mesure, quand on est un journaliste responsable, les conséquences de ce que l'on publie et de ce que l'on ne publie pas. Et le professeur d'Assas complétait: il appartient aux médias d'informer, mais il est aussi de leur devoir de laisser les individus et les différents pouvoirs agir à l'abri des révélations injustifiées ou prématurées. La transparence généralisée et les indiscrétions de toutes sortes, la curiosité malsaine, les rumeurs non vérifiées, la recherche du sensationnel sont aussi dangereuses pour les droits et les libertés qu'une trop grande opacité et des secrets injustement gardés. Voilà, je vous remercie de votre attention.